Alors, nous sommes dans cette salle où nous sommes. Est-ce que nous sommes en sécurité? Nous sommes en sécurité, je pense. Voilà. Mais est-ce qu'on a fermé les portes? Est-ce qu'on a fermé les fenêtres? C'est parce qu'on se sent en sécurité. Mais si on avait dit qu'il y avait une manifestation là-bas, tout de suite, on va commencer à fermer les portes. On va essayer de commencer à être en sûreté. Donc, une porte, quand vous la fermez, quand vous la fermez, vous êtes en sécurité. Quand vous tournez la serrure, vous êtes en sûreté. Donc, la sûreté empêche la pénétration, empêche l'action. Alors que la sécurité accompagne l'action et permet d'atteindre l'objectif sans avoir à payer le prix. Vous êtes d'accord avec moi? Le risque, c'est très important, l'étude du risque dans la sécurité. Alors, quand je fais des cours sur l'évaluation des risques, je dis toujours que le risque, quand on l'évalue, ça ne veut pas dire qu'on ne le prend pas. Quand vous évaluez un risque, ça veut dire que vous le prenez. Ou vous ne le prenez pas. La décision, c'est au niveau de l'enjeu. Vous avez un risque que vous avez défini, il y a l'enjeu. Si l'enjeu en vaut la peine, vous prenez le risque de le faire. Ce que font les militaires dans le théâtre d'opération. On va attaquer quelqu'un, mais on sait qu'on a le risque de perdre 10 personnes, 20 personnes, etc. Mais l'enjeu, c'est quoi? C'est de gagner les opérations. Donc, le risque, c'est aussi une stratégie pour aller accomplir une mission. Donc, pour un plan de sécurité, il faut commencer d'abord par les menaces, l'étude des risques, et après, votre plan de sécurité. Donc, la sécurité civile au Sénégal est basée sur un certain nombre de principes, que les Américains même nous envient. C'est le plan ORSEC, vous avez entendu le plan ORSEC, qui est dirigé par les sapeurs-pompiers. J'ai aussi parlé des plans particuliers d'intervention et des plans nationaux. Les plans nationaux, c'est tous les plans qui permettent de sauver des gens. C'est le plan SAR. Je ne sais pas si pour ceux qui ne sont pas... Après, on ira sur les questions. Search and Rescue. Ce plan est confié aux militaires. La majeure partie des plans au Sénégal sont confiés aux militaires. C'est le plan SAR, c'est le plan SAMAR, c'est le plan SURMAR, c'est le plan POLMAR. POLMAR, pollution maritime. SURMAR, sûreté maritime. SAR, recherche et sauvetage en mer, quand il y a un accident d'avion, etc., etc. Donc, nous, je crois qu'au Sénégal, on est extrêmement bien doté en termes de sécurité civile. Donc, c'est aux mains des sapeurs-pompiers. Mais il y a des insuffisances, et je parlerai des insuffisances après. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour régler ces insuffisances? Il est revenu le PowerPoint? Ah, ok, d'accord. La sécurité physique, toutes ces définitions, je vous demande de les caler. La sécurité physique, sécurité civile. La sécurité physique, c'est quoi? C'est le domaine de la sécurité physique et environnementale prend en compte la menace, la vulnérabilité et les contre-mesures qui peuvent les utiliser pour la protection physique des ressources d'une entreprise. Les ressources, quand on parle de ressources, on parle des personnes et des biens. Donc c'est ça, l'autre me disait, j'ai fait garde rapprochée de la sécurité. Alors, ça, c'est quelles considérations qu'il faut avoir dans le cadre de la gestion des sécurités, surtout lors des catastrophes. Les considérations en matière de ça, c'est les objectifs de sécurité des personnes. C'est-à-dire qu'en termes de sécurité, la chose la plus importante, c'est de sauver des personnes. Ce n'est pas de sauver des maisons, ou de sauver d'abord des personnes. Parce que la personne n'a pas de prix. Alors que l'ensemble des éléments dont on parle ont un prix. Alors, au nombre des menaces à la sécurité physique, on fait l'interruption du service. Le vol, les blessures physiques, la fuite d'informations, la perte d'intégrité d'un système. Ceux qui vont parler du système informatique vont nous dire comment est-ce qu'ils sécurisent le système informatique. Donc, c'est pour empêcher la perte de l'intégrité du système. Alors, la planification en sécurité physique, il s'agit de hiérarchiser, il s'agit de diversifier, il s'agit de mettre en place la dissuasion. Je crois que vous savez ce que c'est que la dissuasion, mettre en place un dispositif qui empêche à l'autre de ne rien faire parce qu'il sait que s'il le fait, les conséquences seront beaucoup plus grandes sur lui. Donc c'est ça qu'on appelle la dissuasion. La détection, c'est essayer de voir qu'est-ce qui menace, quelles sont les menaces. Parce que si vous n'avez pas les menaces, vous ne pouvez pas mettre en place un dispositif de sécurité. Ensuite, l'évaluation et la riposte. Voilà donc les 4 dissuasions,
retardement, c'est-à-dire vous retardez l'arrivée de la catastrophe ou bien de ce qui va se passer. Ensuite, la détection, l'évaluation et la riposte. Je vais aller très vite, je vais rapidement parce qu'il y a beaucoup de choses à couvrir dans ce domaine. La sécurité physique, c'est contre les crimes, l'interruption normale de la dissuasion, la réduction des dommages par l'usage du mécanisme de retardement, la détection des crimes et des désordres, l'évaluation, la procédure de riposte, mécanisme d'extinction d'incendie, etc., etc. Ça, c'est la sécurité. Tout ça, c'est des éléments d'action pour la sécurité physique. Les tâches du personnel, c'est la protection des intervenants. Ça, c'est le premier principe. Quand vous allez agir dans une sécurité, vous protégez d'abord ceux qui agissent dans la sécurité. Dans l'armée, on appelle ça force protection. C'est-à-dire que le gars, si le sapeur-pompier n'est pas habillé pour intervenir, si vous le faites intervenir, vous le sacrifiez. Donc, vous devez protéger les gens qui doivent faire la sécurité. Ensuite, la protection du personnel des Nations Unies, ça c'est dans le cadre des Nations Unies. Ceux qui travaillent avec les systèmes des Nations Unies savent que la protection des Nations Unies est le deuxième principe. Le troisième principe, c'est l'escorte de convoi, ça c'est sur demande, la sécurité des points de distribution, la sécurité des camps. Alors, les défis de la sécurité, les défis de la réponse à une sécurité, c'est d'abord les opérations. Comment est-ce qu'il faut monter ces opérations? Vous avez vu dans les inondations, vous avez vu dans l'explosion de l'usine au port. Moi, j'ai fait l'extinction de l'incendie de la rue 31. Énormément de problèmes sur l'avenue des Centenaires. Il y avait énormément, on a perdu 2 sapeurs-pompiers, on a perdu une dame. Nos 3 sapeurs-pompiers ont été tués dans cet incendie-là, de la rue 31. Qui venait parce que le problème là, c'était de savoir si c'était un incendie ou c'était un éboulement. On ne pouvait pas le savoir parce que ça a commencé par un incendie et ça s'est terminé par un éboulement. Les sapeurs-pompiers, en montant pour sauver les gens de l'incendie, ont fait face à un éboulement. Donc certains ont été coincés dans le bâtiment. Et il fallait donc sortir, il fallait passer donc de l'incendie à l'éboulement. Donc toujours derrière une situation, c'est pour se cacher une autre situation. Donc il faudra, quand on intervient, un des défis, c'est de savoir qu'est-ce qui se cache derrière et préparer cette chaîne d'action. Donc à la rue 31, quand moi je suis arrivé, c'est les sapeurs-pompiers qui étaient là. Mais on avait déjà préparé au cas où il y a éboulement. Donc c'est ça la planification. Il faut dire, si ça se transforme en éboulement, et effectivement l'éboulement est arrivé, les sapeurs-pompiers m'ont transféré le commandement des opérations et on a pu, avant 8 heures, on avait pu régler le problème et casser le bâtiment, etc., etc. La sécurité humaine, c'est de mettre la personne hors du besoin, mettre la personne hors de la peur et respecter la personne. Vous vous rappelez du printemps arabe? Le printemps arabe vient d'un problème de sécurité humaine, finalement. Qu'est-ce qui s'est passé? Un jeune garçon qui vend des pastèques, arrêté par la police, qui le récupère. On est en pleine sécurité humaine, c'est pourquoi les forces de sécurité doivent être réfléchies. Récupère ses pastèques, mais lui, c'est ça sa vie. On lui récupère ses pastèques, il se plaint, le policier qui sort, c'est la femme, c'est une femme d'ailleurs, et qui le gifle. Nous sommes dans une culture arabe. C'est une policière, une femme, qui gifle un garçon. Le lendemain, le garçon, il se met du produit du pétrole et il s'immole par le feu et c'est parti. Donc, d'un problème de sécurité humaine, on est parti à un problème de géopolitique qui a ramassé tous les États arabes. C'est pourquoi il est très important dans les interventions que les forces de sécurité fassent très attention à l'utilisation de la force, au respect des gens qui sont en face, qui en fait ne sont pas là, ne sont pas des bandits, c'est des gens qui réclament peut-être plus de liberté, plus de moyens, plus de trucs dans le... Alors il faut faire très attention. Et je rappelle aussi le problème de la Casamance. La Casamance, c'est rien d'autre. En 1982, les gens se sont révoltés, ils ont pris le drapeau national, ils l'ont piétiné. Les gendarmes ont intervenu, les gens ont fui dans la forêt, et depuis 1982, on est en train de résoudre ce problème. C'est-à-dire, dans le domaine de la sécurité, il faut de l'intelligence sécuritaire. Nous, on appelle ça aujourd'hui, il faut que le policier soit le policier stratégique, c'est-à-dire le soldat stratégique, qu'il puisse regarder, faire la distinction. Utiliser la force en dernier recours, ou bien ne jamais l'utiliser. Utiliser d'autres moyens pour permettre à ces civils qui sont là, qui réclament que leur droit. Tout ce que vous faites, c'est empêcher qu'ils s'opposent à l'activité des gens, c'est tout.
Mais ce n'est pas de tirer sur les gens, ce n'est pas de, comme à l'université, de tirer sur un étudiant, etc., etc. Et ça, c'est des erreurs sur lesquelles il faut revenir et former les forces de sécurité à ça. Donc ça, c'est la sécurité humaine. Alors, là, il y a une complémentarité entre sécurité humaine et sécurité des États. C'est ce que je disais sur le printemps arabe. N'ayant pas pris encore la sécurité humaine, on a mis en cause la sécurité des États. La Tunisie a perdu son chef, l'Égypte a perdu son chef, le truc, etc., jusqu'à la Libye. Donc, c'est ces problèmes de sécurité humaine qu'il est nécessaire que les gens comprennent, surtout quand ils sont en intervention contre des civils qui ne sont pas armés, qui n'ont que des pierres et des lance-pierres. Alors, la composante de la sécurité humaine, la voici, c'est les domaines de sécurité humaine. Vous les lisez déjà là sur le tableau. Vous utilisez la pyramide de Maslow. Dans cette pyramide de Maslow, vous verrez déjà ce que c'est que la sécurité humaine. C'est-à-dire parce que les hommes vont toujours rechercher à avoir leurs besoins physiologiques, leurs besoins d'appartenance, leurs besoins jusqu'à ce qu'ils atteignent le nirvana. Tout le monde a ce besoin d'atteindre ce qu'on appelle le niveau d'incompétence. Tout le monde se dit je suis incompétent, je suis compétent, mais non, on n'est pas compétent, on est incompétent. Et on cherche le niveau d'incompétence. Le niveau d'incompétence, c'est le niveau supérieur auquel qu'on veut atteindre. C'est pourquoi, quand ces besoins ne sont pas satisfaits, les gens descendent dans les rues. Et il faut comprendre pourquoi ils descendent dans les rues. Et il faut tout faire pour qu'il n'y ait pas de dégâts collatéraux. Alors, l'analyse des conflits, je vous mets l'arbre de l'analyse. Alors, un arbre d'analyse, le plus important, c'est le tronc. Et qu'est-ce qu'il y a sur le tronc ici? C'est la corruption. Et on en parle hier déjà au Sénégal. C'est-à-dire qu'un pays corrompu est un pays qui ne peut pas avancer, un pays qui est insécurité. L'insécurité commence dans un pays par la corruption. S'il y a la corruption, ce pays ne peut en aucun cas être en sécurité. Donc il faut lutter contre la corruption, il faut remettre la justice, la gouvernance de la justice pour les gens. Alors, ça, c'est le tableau, l'arbre d'analyse. Donc, il faut cause, problème, ça, c'était là, et les effets. Cause, effet, analyse, cause, effet. En fait, dans la sécurité, on agit d'abord sur les effets. Quand vous avez une inondation, vous n'agissez pas sur l'inondation, vous agissez sur les effets. Les effets, c'est le déplacement des gens, c'est l'inondation dans les maisons, etc., etc. Donc, ce qu'il faut régler d'abord. Après seulement, on règle la cause. Le plan de contingence, ce qu'on appelle des plans de contingence, s'occupe des effets, ne s'occupe pas de la cause. Okay? Il faut sauver les gens, il faut leur changer de maison, il faut les reloger, ça c'est des plans de contingence. Sinon, pour les causes, c'est ce qu'on appelle un master plan. Vous utilisez un master plan, vous reconstruisez les routes, vous reconstruisez les maisons, vous reconstruisez... Voilà. Voilà donc en ce qui concerne la sécurité humaine. Ça, c'est la xénophobie fait partie, tout ça, voilà, on a mis le printemps arabe pour montrer que c'est de la sécurité humaine et c'est extrêmement important dans le domaine de la sécurité. Mais en tous les cas, il faut coordonner et la synergie et la cohérence parce que la sécurité se décline en différents domaines. C'est pourquoi il faut beaucoup de coordination, beaucoup de synergie et beaucoup de cohérence. La sécurité collective. Pour vous, c'est quoi la sécurité collective? C'est quand cette sécurité implique une région beaucoup plus grande que notre pays. Elle s'oppose à la sécurité nationale. Il y a sécurité collective et sécurité nationale. Alors j'ai ce briefing rapidement en anglais, parce que je ne l'ai pas en français. Ça, c'est un problème de sécurité collective. Par exemple, le terrorisme, aujourd'hui dans le monde, est un problème de sécurité collective. Ce n'est pas un problème de sécurité nationale. Si le Sénégal veut résoudre le problème du terrorisme, et s'il ne prend pas le Mali, s'il ne prend pas la Mauritanie, s'il ne prend pas s'il ne prend pas toute la CEDEAO, le Sénégal ne résoudra jamais le problème du terrorisme. Donc le terrorisme, ça découle d'une sécurité collective, c'est-à-dire de l'ensemble des pays de la région qui doivent se mettre ensemble en vue de la combattre. Et je vais donner quelques exemples ici que nous avons vécu. Alors à la fin donc, de la chute du mur de Berlin, on est passé à... l'Afrique n'était pas dans le dispositif du monde parce qu'on était à la périphérie.
Mais après le 11 septembre, paf, l'Afrique revient au centre du monde. Vous avez vu, tout le monde vient. On vient pour le pétrole, on vient nous faire des autoroutes, etc. Alors qu'au début, quand la chute du mur de Berlin, les gens ont dit l'Afrique, non, non, l'Afrique ne fait pas partie de nos préoccupations. Mais pourquoi? Parce que ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale va se passer pendant le djihadisme. Puisque les djihadistes, ceux qui font le djihadisme, ils sont intelligents. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, quand l'Europe a été occupée, qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont tous venus en Afrique. Les Français sont venus à Brazza, les Anglais sont partis en Libye, les Américains sont partis en Tunisie, et c'est de la Tunisie qui sont repartis en Europe. Donc l'Afrique, c'est forcément l'arrière, ce qu'on appelle la profondeur stratégique de l'Europe. Tout ce qui va se passer en Europe pour le régler, c'est en Afrique qu'on doit démarrer pour régler ce qui se passe en Europe. Et les djihadistes l'ont compris, quand ils ont chassé d'Europe, ils sont venus en Afrique. Et ils se sont établis en Afrique. Des menaces. Vous savez, en sécurité, on parle de l'aléa au risque, aléa et risque. La différence entre aléa et risque, c'est que le risque, c'est un aléa qui a été identifié et quantifié. Nous, on a ajouté au centre Kofi Annan, aléa, risque et richesse du pays, parce que c'est important. Puisque dans le cadre de la sécurité civile, quand vous avez une inondation au Sénégal, ce n'est pas la même chose que l'inondation en France. Puisque les Français ont de la résilience que nous n'avons pas. Donc, dans notre stratégie nationale, nous allons essayer de construire la résilience. Et c'est la résilience qui empêche ces problèmes de sécurité de se développer d'une certaine manière. C'est pourquoi vous allez aux États-Unis, vous avez des dégâts, des catastrophes, mais vous n'avez pas trop de dégâts parce que ce pays est riche et a la possibilité de revenir d'une situation de désastre à une situation normale. Alors que nous sommes dans les inondations depuis 2005, on est incapable d'en sortir. Voilà. Je voudrais simplement faire une parenthèse. Quand nous, on parle dans ces milieux pédagogiques, on parle du principe du Chatham House. Je ne sais pas si vous connaissez le principe du Chatham House. C'est-à-dire que tout ce que l'on dit ici ne ressort pas pour qu'on dise tel a dit ceci, tel. C'est la liberté de parole et la liberté d'inspiration. Si nos plans ne marchent pas, il faut dire que nos plans ne marchent pas. S'il y a la corruption, il faut dire qu'il y a la corruption au Sénégal. C'est là que je voudrais. Et personne ne doit ici s'empêcher de dire ce qu'il pense, ce qu'il croit et comment il croit que ça doit se faire. Nous, on appelle ça, chez les officiers, le Chatham House principe. Alors, qu'est-ce que le concept de sécurité? Donc, c'est une idée. On confond souvent sécurité et sûreté. Est-ce que vous faites la différence entre la sécurité et la sûreté? C'est-à-dire que la sécurité, elle est subjective. Elle n'est pas objective. C'est la sûreté qui est objective. La sécurité, c'est la situation dans laquelle on se trouve, où on pense que rien ne peut m'arriver. C'est ça la sécurité. Quand vous êtes dans un avion, l'avion peut tomber. Mais vous vous sentez en sécurité parce que vous avez un pilote, parce qu'on a fait les actions vitales avant, tout ça. Donc, ça, c'est de la sécurité. Alors que la sûreté, elle est différente. La sûreté, c'est quand on vous met dans une situation où rien ne peut vous arriver. Alors, le terme sûreté n'est plus jamais utilisé d'ailleurs parce qu'on pense que la sûreté s'oppose à l'action alors que la sécurité accompagne l'action sans l'arrêter et le dynamise.